Vous devez survivre dans un monde post-apocalyptique où tous les humains ont été capturés par des têtes monstrueuses flottantes qui volent à travers le ciel à la recherche de leurs victimes. Nous commençons notre sombre voyage à travers la série Junji Ito Maniac, histoire japonaise du macabre. Notre première histoire s'intitule Le bus à glace. Sanahara et son fils, Tomoki, viennent de déménager et s'habituent encore aux habitudes de leur nouveau quartier. Un après-midi, un camion de glace passe et attire l'attention de plusieurs enfants. Sanahara s'approche d'un groupe de mères et leur demande ce qui se passe. Elle lui explique que depuis un mois, le bus à glace passe chaque samedi dans le quartier et emmène les enfants pour une balade amusante. Le conducteur affirme que c'est une manière spéciale de rendre les enfants heureux tout en savourant une délicieuse glace pendant la promenade. Ce même jour, Tomoki pleure parce que son père ne lui a pas acheté de glace. Le garçon affirme que la nourriture de son père est horrible et qu'il préférerait vivre avec sa mère. Le lendemain après-midi, le camion de glace s'arrête à la résidence. Sanahara décide d'acheter une glace pour son fils en guise d'excuse et lui permet de participer à la balade de l'après-midi. Tomoki monte dans le bus avec plusieurs autres enfants et tout le monde passe un moment formidable. Ce soir-là, Tomoki revient chez lui, tout joyeux, et raconte à son père qu'il a passé une excellente journée, à manger une montagne de glace avec ses amis. Au fil des jours, Tomoki se fait des amis et ils adorent tous les sorties du samedi. Une nuit, Sanahara demande à son fils s'il veut toujours vivre avec sa mère. Tomoki répond que non, car le bus à glace ne passe pas là-bas. Un autre samedi arrive, et les enfants montent avec enthousiasme dans le véhicule. Sanahara essaie de convaincre le conducteur de le laisser participer, mais celui-ci refuse en disant que les adultes ne sont pas autorisés. Avant que le bus ne parte, Sanahara jette un coup d'œil à l'intérieur et voit des enfants agenouillés, mangeant 2 gigantesques montagnes de glace. Cette scène l'effraie, mais il décide de ne pas s'en inquiéter. Un jour, en rentrant du travail, il découvre son fils et ses amis en train de s'amuser. En entrant dans la maison, il voit Tomoki dévorer une montagne de glace. Tous les enfants semblaient se transformer en une étrange substance comestible. Tomoki dit à son père qu'il doit manger pour ne pas fondre. Sanahara, terrifié, tente de faire arrêter son fils, mais la tête du garçon se détache de son corps et commence à fondre, comme les autres enfants. Passons maintenant à la deuxième histoire intitulée Le tunnel mystérieux. Un matin froid, une femme marche avec son fils le long des rails de train. En voyant un tunnel, elle s'avance seule dans l'obscurité. Le petit garçon désespère en voyant sa mère disparaître dans les ténèbres. Plus tard, Guro et ses amis du lycée décident d'élucider les mystères entourant ce tunnel macabre. Munis de lampes torchées, ils explorent les lieux. L'un des garçons rappelle que Guro a perdu sa mère à cet endroit précis et souhaite découvrir ce qui s'y cache. En chemin, des bruits les effraient. Guro dit qu'il voit quelqu'un les observer. Tout le monde s'enfuit, croyant qu'il s'agit d'un esprit. Mais Guro entend une voix familière l'appeler. En éclairant la scène, il découvre sa sœur Marie, perdue dans le tunnel, sans savoir comment elle est arrivée là. De retour chez lui, Guro discute avec son père, qui lui apprend que Marie ignore tout de l'histoire de leur mère. La nuit suivante, Guro fait des rêves troublants sur le jour où il est entré pour la première fois dans le tunnel. Le lendemain matin, son père annonce que Marie a encore disparu. Guro, bien décidé, retourne au tunnel seul. En chemin, des gouttes de liquide tombent sur son visage. Il croit que c'est de l'eau et continue. Plus loin, il trouve la lampe torche de son père et pense être sur sa piste. Il atteint une porte qui mène à une salle utilisée comme observatoire de rayons cosmiques par des chercheurs universitaires. En entrant, il trouve Marie avec des scientifiques. Ces derniers affirment qu'aucune autre personne, hormis les 2 enfants, n'a traversé le tunnel. Guro demande à explorer le reste du tunnel. Un des chercheurs, Koyama, l'accompagne. Il ne trouve aucun signe de vie. Guro questionne Koyama sur leurs recherches. Elle explique qu'ils étudient un type de radiation entre la Terre et l'espace, une sorte de rayon X qui traverse les corps humains. Le lendemain, Guro reçoit un appel. Espérant que ce soit son père, il apprend que sa sœur a de nouveau été attirée à l'observatoire. Les chercheurs découvrent que cet endroit était chargé d'une grande quantité de radiation, et donc tout le monde en était affecté. Le chercheur Ishikura lui montre des photos prises quelque temps auparavant. Sur les images, on voit plusieurs êtres étranges qui étaient partout, y compris en train de traverser les corps des chercheurs. Bien qu'il ne croit pas aux fantômes, par précaution, il décide de fermer l'observatoire. Quelques jours passent, et Guro reçoit un autre appel. Koyama demande au garçon de se rendre à l'observatoire et d'appeler des renforts, car quelque chose de surréaliste se passe. En entrant dans le tunnel, le garçon trouve l'ancien professeur et Ishikura en train d'être avalés par les murs et le sol. Leur corps traverse les structures jusqu'à disparaître complètement. Koyama explique qu'ils ont tous été attirés de force dans cet endroit. Marie passe alors à travers le corps du scientifique et disparaît rapidement dans les murs du tunnel. Guro et Koyama courent pour essayer de sauver leur vie,
mais le chercheur réalise que les deux sont suivis. En regardant derrière eux, il tombe sur les corps fantomatiques de Marie et des 2 scientifiques suspendus au plafond. Le corps d'Ishikura tombe sur le chercheur, et tous 2 sont avalés par le sol. Guru est attaqué par sa sœur, mais parvient à esquiver. Il continue de courir sans relâche pour trouver la lumière au bout du tunnel, mais plusieurs esprits avancent vers lui. Beaucoup d'entre eux traversent le corps du garçon, épuisant complètement ses forces. Guru ne résiste pas et est également avalé par le sol macabre du tunnel. Passons maintenant à la 3e histoire intitulée « Les ballons suspendus ». Kazuko Morinaka est une jeune étudiante qui, après avoir subi un traumatisme majeur, ne veut même plus quitter sa chambre, vivant recluse de tout son entourage. Un mois auparavant, sa meilleure amie et chanteuse, Tarumi Fujino, avait quitté son appartement, attaché une corde au fil électrique et avait mis fin à ses jours. Cette nouvelle a choqué toute la ville, car la star de la musique semblait toujours aller bien. À ses funérailles, de nombreux fans étaient présents, bouleversés par la triste nouvelle, mais seuls les proches de la fille ont eu un accès complet à ses adieux. Quelques jours plus tard, à l'école où la jeune fille étudiait, tous ses amis essayaient de comprendre pourquoi Tarumi avait mis fin à ses jours. Alors qu'ils discutaient, un groupe de fans est arrivé sur les lieux et a commencé à menacer Shireshi, le petit ami de la défunte chanteuse. Les fans le blâmaient, affirmant qu'il était le principal responsable de cet acte horrible, car, selon eux, Shireshi ne soutenait jamais Tarumi et la critiquait constamment. Kazuko interrompt la dispute et dit qu'elle appellera la police s'ils attaquent le garçon. Tout le monde quitte les lieux, mais le jeune homme se sent totalement coupable de ce qui est arrivé à sa petite amie. Actuellement, Kazuko reste enfermé dans sa chambre, mais une figure inconnue, avec une voix douce, l'appelle sans cesse par la fenêtre de sa chambre. 2 semaines après la tragédie, les fans de Tarumi commencent à suivre son exemple et de nombreuses personnes dans la ville mettent fin à leur jour. Aux informations, un reporter révèle qu'une personne affirme avoir vu le fantôme de Tarumi errant dans la ville. Selon ce fan, en se promenant dans le parc, il a vu la tête de la fille flotter parmi les arbres. Après cela, les avis se divisent. Certains pensent que tout cela n'est qu'une réaction collective due à la grande tragédie, tandis qu'à l'école de la fille, les élèves continuent de débattre de cette histoire de tête flottante. Kazuko se sent mal à l'aise avec cela et cherche le soutien de Shireshi. En discutant avec l'ancien petit ami de son ami, elle est surprise lorsqu'il révèle qu'il a vu Tarumi errer autour de chez lui, mais ce n'était que la tête de la fille. Il lui dit qu'il la préviendra le jour où il verra à nouveau le fantôme. La jeune fille trouve tout cela absurde, pensant que le garçon souffre encore de la grande perte. Cette même nuit, Kazuko reçoit un appel de Shireshi, qui l'informe du lieu où flotte la tête de Tarumi et lui demande de s'y rendre immédiatement. Kazuko sort en pleine nuit et se rend à l'endroit indiqué. Elle réalise qu'elle est seule dans un lieu sinistre, mais quelques secondes plus tard, elle aperçoit la tête de son ami volée dans le ciel. L'apparition fantomatique entre dans le parc, et Kazuko la suit pour découvrir sa destination. En la poursuivant, la jeune fille remarque que Shireshi est debout en haut d'un arbre, criant pour tenter d'entrer en contact avec sa petite amie. À ce moment-là, une corde apparaît au milieu de l'arbre et s'enroule autour du cou du garçon. Il perd l'équilibre et est immédiatement capturé. La tête flottante de Shireshi émerge parmi les arbres, mais le corps est toujours attaché par une corde sous l'énorme tête. Le lendemain, la fille raconte à ses amis toute l'expérience traumatisante qu'elle a vécue la veille, mais aucune des filles ne croit à son histoire. En traversant l'école, le groupe de jeunes remarque des figures inconnues volant dans le ciel. Alors que les objets se rapprochent de plus en plus, ils parviennent à les identifier. Ce sont environ 4 têtes flottantes ayant le même visage que chacune des filles, et une corde est attachée aux têtes, prête à les attraper. 2 filles ont leur cou attaché par des cordes et sont bientôt emportées dans le ciel. Kazuko et Chiharu sont les seuls à réussir à s'échapper. Les 2 amis se réfugient dans une ruelle pour essayer de semer les créatures. À ce moment-là, un villageois entend leurs appels à l'aide et décide rapidement de les aider. Il prend son arbalète et tire une flèche sur l'une des créatures. Le projectile atteint la tête flottante de Chiharu, et le ballon commence à se flétrir de manière étrange. Kazuko est soulagée de voir que ce n'était qu'un grand ballon rempli de gaz hélium. Mais lorsqu'elle regarde son ami, elle réalise que son destin est similaire à celui de sa tête flottante. Chiharu se retrouve avec un trou dans son visage, et son corps se dessèche lentement complètement. Kazuko court chez elle et se rend compte que les têtes flottantes de ses parents et de son frère entourent la maison. Elle parvient à entrer à temps et retrouve toute sa famille. Au fil des jours, la plupart des habitants de la ville flottent déjà dans le ciel, pendus par des cordes. Les informations télévisées avertissent que personne ne doit essayer d'attaquer ou de crever les grands ballons, car la même chose arriverait à la personne possédant ce visage. Chez les Morinaka, le père de Kazuko annonce qu'il ira travailler. Il pense pouvoir courir jusqu'à sa voiture et ainsi échapper à l'assaut des créatures volantes. Sa femme et ses enfants le supplient de ne pas le faire, mais l'homme répond que tout est sous contrôle.
Il sort de la maison et commence à courir vers sa voiture. Mais en quelques secondes, il est attrapé par la corde de sa tête flottante et emporté dans le ciel, comme tous les autres. Sa famille est terrifiée par cette perte. Mais Yosuke, le frère de Kazuko, explique que les provisions de la maison s'épuisent. Il décide donc de courir au marché pour chercher des vivres. Il quitte la maison en utilisant un parapluie pour se protéger. La tête flottante du garçon s'approche de lui, mais il jette l'objet à l'endroit où la corde était prête à l'attraper, ce qui lui permet de courir jusqu'au supermarché. Les jours passent, et le garçon ne revient pas à la maison. La mère de Kazuko n'a plus d'espoir et se rend à sa propre tête flottante, qui l'emmène dans le ciel déjà sans vie. Kazuko est la seule survivante. Elle est enfermée dans sa chambre, désespérée et confuse face à tout cela. Cependant, un jour, elle entend la voix de son frère par la fenêtre. Le garçon dit qu'il a trouvé des provisions et a survécu à l'attaque des monstres. La fille, ravie d'entendre sa voix, ouvre la fenêtre de sa chambre. Mais en le faisant, elle aperçoit le corps sans vie de Yosuke flottant dans les airs. Sa tête flottante est celle qui lui parlait. Après cela, il demande à sa sœur de les rejoindre. La tête de la fille s'approche de la fenêtre et montre sa corde. Kazuko, sans expression, se rend à cette fin terrible. Passons maintenant à la dernière histoire, intitulée Les étranges frères et sœurs Ikizuri. Par une nuit sombre, un groupe de personnes étranges se rassemble pour observer un corps brûlé. Tout le monde admire la scène, mais personne ne dit un mot. Quelque temps plus tard, Kazuya, l'aîné de la famille, se repose sur un banc tout en réfléchissant à la belle somme d'héritage laissée par ses parents. Chaque jour, le garçon profite de son temps seul, mais ce matin-là, il croise une jeune femme qui se promène dans les environs du village à la recherche de fantômes à photographier. Pour cette raison, elle se rend près d'une rivière où de nombreuses personnes ont perdu la vie par noyade. Kazuya profite de la situation et affirme que sa propre maison est un endroit assez étrange avec une atmosphère fantomatique. Il invite la femme à visiter l'endroit et à prendre des photographies surnaturelles. Sakyo accepte la proposition et se rend avec l'inconnu à sa résidence. En entrant dans les lieux, elle remarque une atmosphère sombre et terrifiante. Kazuya révèle que ses parents sont enterrés dans cet endroit et que lui et ses frères et sœurs ont pris soin de préserver leur tombe. À ce moment-là, la femme rencontre Shigeru, l'un de ses frères, qui a une personnalité étrange et inhabituelle. Sakyo n'est pas effrayée par cela. La femme parvient à capturer plusieurs images de la résidence, puis s'en va. Cette nuit-là, Kazuya se dispute avec Shigeru, ce qui fait pleurer Misako de manière terrible et assourdissante pour sa mère. Hitoshi, le frère le plus silencieux de tous, est comme toujours choisi pour tenter de calmer la petite fille s'approche de son frère et tente de le réconforter en lui disant que leurs parents sont au paradis et qu'elle devrait l'accepter. Mais Misako attaque violemment le visage de Hitoshi avec ses ongles. Kazuya doit intervenir pour mettre fin à tout ce chaos. Le grand frère dit à sa sœur qu'il possède des pouvoirs psychiques et qu'il souhaite organiser une séance pour invoquer les esprits de leurs parents décédés. De cette façon, Misako pourrait enfin leur parler. En outre, le garçon envisage d'inviter Sakyo pour observer tout le rituel. Ce même soir, la photographe est chez elle en train de développer des photos lorsqu'elle se rend compte avec effroi que la maison qu'elle a visitée plus tôt est entourée de plusieurs esprits. Sur l'une des photographies, elle identifie plusieurs créatures derrière Hitoshi. Elle est sous le choc, mais le bruit de la sonnette de son appartement l'interrompt. En regardant par le Judas, elle réalise que Kinako est de l'autre côté et que la femme lui annonce que Sakyo est invitée à observer une séance qui se déroulera chez elle. La photographe trouve cette demande intrigante et décide de participer. La nuit suivante, elle se rend chez les frères et sœurs Ikizuri, accompagnée de son petit ami Sawano, qui s'intéresse également aux phénomènes surnaturels. Kazuya se sent mal à l'aise avec la présence du petit ami de la jeune femme, mais accepte sa présence. La séance commence. Tout le monde se rassemble autour d'une table, et le grand frère explique qu'il doit se concentrer, donc les autres doivent rester silencieux. Pendant ce temps, Misako saute partout et rit aux éclats, trouvant tout cela fascinant. Les frères et sœurs se mettent d'accord et demandent à Hitoshi de faire taire la jeune fille. Hitoshi demande alors à sa sœur de se calmer, mais Misako, furieuse, le mord violemment. Le garçon s'enfuit en pleurant vers la tombe de leurs parents. Kazuya commence finalement la séance, et en quelques minutes, Shigeru montre des signes de possession. Son expression faciale change complètement, puis une grande quantité de substances visqueuses sort de sa bouche. En voyant cela, ils en déduisent qu'il s'agit peut-être d'ectoplasme qui pourrait prendre la forme d'un fantôme. Shigeru, avec une voix différente, affirme qu'il est le père de la famille Ikizuri. Il révèle que Kazuya est une honte en tant que grand frère parce qu'il a toujours trompé ses frères et sœurs en prétendant travailler. L'entité qui habite Shigeru critique sévèrement Kazuya, qui quitte la pièce en colère. Shigeru revient rapidement à lui-même sans comprendre ce qui s'est passé, croyant qu'il possède des pouvoirs psychiques. Misako, de son côté, pleure à nouveau de ne pas avoir pu parler à sa mère.
Kazuya annonce que l'ectoplasme expulsé prendra la forme de leur mère avec le temps. Misako est ravie d'entendre cette nouvelle et collecte une partie de la substance pour attendre la transformation. Plus tard, Sakyo rentre chez elle avec son petit ami, impressionné par ce qu'ils ont vu. Sawano révèle qu'il a réussi à conserver un échantillon d'ectoplasme pour l'analyser à l'université. Pendant ce temps, Kazuya, furieux contre l'esprit de son père, se rend sur sa tombe où Hitoshi pleurait et détruit une partie de la pierre tombale. Le lendemain, Misako espère toujours voir l'ectoplasme se transformer en sa mère, tandis que Shigero commence à donner des ordres à ses frères et sœurs, se proclamant nouveau chef. Hitoshi, refusant d'obéir, subit la colère de Shigero, qui finit par lui ordonner de participer à une nouvelle séance. Cependant, Sakyo découvre que l'ectoplasme n'était en réalité que des nouilles, révélant que toute la séance était une supercherie. Furieuse, elle refuse de revenir. Kazuya, en colère, confronte Shigero, découvrant que tout avait été orchestré. En pleine dispute, Hitoshi libère soudain l'esprit de leur père, une gigantesque entité qui terrorise les frères et sœurs avant de retourner à sa tombe. Hitoshi, quant à lui, reste calme et demande pourquoi ses frères et sœurs ont eu si peur. Elle révèle qu'elle avait déjà tout compris et qu'elle n'a plus aucun intérêt à revenir pour une fausse séance. Après avoir entendu cela, le garçon retourne chez lui, furieux, et confronte Shigero. Il se dispute avec son frère et découvre que tout cela n'était qu'une mise en scène. Kazuya lui assène un coup de poing, mais Shigero essaie de se cacher derrière Hitoshi. Ce dernier, à ce moment-là, ne montre aucune réaction. Il ouvre simplement la bouche et libère l'esprit de leur père, qui était attaché à son corps. Le spectre gigantesque envahit la pièce, terrifiant tous les frères et sœurs. Ils s'enfuient désespérément de la maison. L'énorme entité poursuit les frères et sœurs jusqu'à l'endroit où leur père était enterré, avant de pénétrer dans la tombe. Hitoshi, quant à lui, marche calmement vers ses frères et sœurs et leur demande pourquoi ils étaient si effrayés. Parmi ces 4 histoires, laquelle vous laisserait une chance de survie? Qu'avez-vous pensé de cet anime? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de résumés d'animes. À la prochaine.